France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30. Et pour nous accompagner aujourd'hui, pour vous accompagner, vous permettre d'échanger sur pas mal de sujets dont je vais vous présenter le sommaire dans un instant. Amina Kalash, comment ça va ma chère Amina? Ça va très bien et toi? Ça fait longtemps? Oui, c'est vrai que ça fait un moment. Ouais, alors tu vas bien? Ça va super et toi? Bah oui. Je suis très ravie de te retrouver, de vous retrouver. Pareillement ma chère Amina, accompagné de monsieur Zébélus Jean-Marc, comment il va? Salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, ça va très bien et toi Christophe, et bonjour aussi à Amina. Bonjour. Qui nous a fait une petite surprise aujourd'hui. Oui. Mais tout à l'heure, s'il y a le temps, on lui donnera 2 petites minutes qui s'exprime. Exact. Alors, jusqu'à 18h30, le programme est le suivant, mesdames, messieurs. Vous allez pouvoir évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. À chaque moment, à n'importe quel moment, un appel peut être intercepté au standard pour que vous puissiez nous donner votre avis sur les différents sujets abordés. Nous allons parler du procès Malaki tout à l'heure en dernière partie. Nous parlerons aussi de la Corée du Nord. Tiens, faut-il prendre cette menace au sérieux après ce nouveau tir lancé par la Corée du Nord? Et nous allons revenir évidemment sur les annonces faites hier par le Premier ministre à l'occasion de son discours de politique générale. Ça avait lieu à l'Assemblée nationale hier. Tiens, un petit sondage quand même qui indique que les Français sont pas franchement convaincus et des discours de Macron en congrès à Versailles et d'Édouard Philippe hier. On aura évidemment le j'aime ou j'aime pas. Alors, quel est le programme de ma chère Amina pour ce qui est de ton coup de cœur? Mon coup de cœur, ça sera sur Londres, une ville cosmopolite. Ah, très bien. On va aller donc du côté de London City tout à l'heure. Mon cher Jean-Marc, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, ça va être surtout sur une association, Edonlay, qui a toujours amené les gens faire la Roma, les handicapés, les malvoyants, les personnes très très âgées, et qui vont être là tout à l'heure avec nous. Et mon avis tranché, ce sera sur l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, ce 5 juillet 1962, où il s'est passé quelque chose qui a quand même eu des répercussions sur le monde. 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Ton avis tranché, Amina? Eh bien moi, ça sera sur le traitement médiatique, parfois même beaucoup inégal. Très bien. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser pour ce qui est, je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite dans leur entourage et qui voudraient pas comment faire pour emmener ces personnes-là, en tout cas à faire le Hajj ou voilà. Des questions vous pourrez leur poser tout à l'heure en direct au 01 40 33 9000, comme on le disait, comme on l'a annoncé. Nous sommes effectivement le 5 juillet 2017, 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Il était évidemment plus que nécessaire d'écouter cet hymne qui résonne à jamais aujourd'hui dans le monde. Magnifique hymne national algérien qui résonnait donc ce jour-là, le 5 juillet 1962. Et oui, quand on met l'hymne national algérien, Amina, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe quand même, hein. Ah oui, ça prend au cœur, c'est... Oui. C'est beau. C'est beau, comme tu dis, effectivement. On sent je sais pas, c'est quelque chose qui est prenant, qui joue un peu sur les émotions, parce il y a une force, il y a quelque chose, une volonté qui se dégage à travers cet hymne. On peut pas être insensible à cela. Et c'est pas un hymne guerrier du tout, hein. Non. Ouais, contrairement à certains hymnes, suivez mon regard. Oui. C'est une force, c'est quelque chose de vraiment très prenant. Ouais. C'est très motivant aussi. C'est oui, effectivement. Ça donne la force, hein. C'est une force, hein. En tout cas, l'Algérie, évidemment, a réussi au prix et au nom de beaucoup de disparus, beaucoup de martyrs qui ont évidemment lutté pour obtenir cette indépendance. Et on se devait de penser à eux. On se devait de penser à eux, évidemment, aujourd'hui, à tous ceux qui sont tombés pour la liberté, pour l'indépendance de ce beau pays qu'est l'Algérie. Voilà, jeune pays, 55 ans, 55e anniversaire de l'Algérie. On écoutera d'autres petites chansons justement qui fait référence à ce jour important, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, bien entendu. On écoutera notamment Medine qui a fait une magnifique chanson sur Algérie, justement sur l'Algérie, une version qu'il nous avait fait pour nous dans le Grand Forum, enregistrée dans nos studios. Et on écoutera évidemment une très belle chanson de quelqu'un qui malheureusement n'a pas été enterré en Algérie, qui aurait bien aimé pourtant, et il s'appelle Monsieur Slimane Azam, qui avait fait un excellent poème sur Algérie, mon beau pays, qu'on écoutera évidemment tout à l'heure dans cette émission du Grand Forum. Mais restez bien avec nous, avec Amina et Jean-Marc, notre expert en immobilier, notre journaliste. Nous allons évoquer dans un instant Édouard Philippe qui a parlé hier et qui a fait quelques annonces, somme toute très intéressantes, au travers aussi de notre zapping à suivre sur votre radio France Maghreb 2. C'est cette cérémonie pleine de solennité, pleine d'émotion aussi, un hommage national, républicain, moment quasi religieux aussi, ce matin dans la cour de l'hôtel des Invalides. Une classe politique
réunis comme rarement autour de la personnalité de Simone Veil, l'avocate du droit à l'avortement, la rescapée de la Shoah, devenue militante fervente de la cause européenne. Simone Veil, dont la destinée unique s'est achevée donc vendredi dernier, quelques jours avant son 90e anniversaire. Cérémonie qui s'est conclue sur l'annonce d'Emmanuel Macron. Simone Veil aura donc les honneurs du Panthéon. Une pétition d'ailleurs avait même été lancée pour demander sa panthéonisation. C'est l'ultime hommage de la nation à cette femme d'exception. Après bien sûr la cérémonie qui s'est déroulée ce matin aux Invalides, donc en présence de représentants comme de représentants donc de la classe politique de tous bords, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Lionel Jospin, notamment pour les anciens chefs d'État et de gouvernement, Valéry Giscard d'Estaing qui était annoncé mais n'était finalement pas là, et c'est Bernadette Chirac qui avait avec sa fille Claude a représenté son époux, et il y avait aussi des centaines d'anonymes qui ont assisté à l'hommage dans la cour des Invalides autour de la famille de la défunte et du président de la République. Le président de la République qui a prononcé donc l'éloge funèbre de Simone Veil. Emmanuel Macron qui a évoqué la grandeur de Simone Veil, qui avait connu la noire expérience des camps de la mort, c'est ce qu'il a dit. Le président de la République a rendu hommage à son insoumission intraitable, à son combat pour la justice. Il l'a qualifié d'éclaireur de la République. Il a remercié cette femme qui a grandi la France. Des mots sobres et forts prononcé par le chef de l'État avant d'aller se recueillir devant le cercueil posé sur le sol. Vous avez peut-être remarqué aussi cette petit élément au milieu de la cour des Invalides, en face des enfants de Simone Veil, ses fils qui avaient pris la parole au début de la cérémonie et qui ont suivi la dépouille de leur mère lorsqu'elle est sortie des Invalides au son du chant des marées, le chant des déportés. Après l'hymne national, la marche funèbre, c'est la voix de l'un des fils donc de Simone Veil, Jean Veil, qui a résonné, hommage évidemment intime à sa maman. Ce qui est... Ta beauté se doublait d'une extrême réserve de comportement, particulièrement saisissante dans un environnement où prévalait la décontraction de la jeunesse. Tes yeux pères, dans un visage éclairé, reflétaient le vécu d'une tragédie indélébile. Il y avait en toi, déjà, cet ineffable miracle de charme qui n'a jamais disparu. Ainsi, papa te décrit-il si justement en 2 phrases synthétiques qui soulignent ton caractère et ta beauté lorsqu'il te croisa à l'automne 45. Voilà, Jean Veil. Donc, pour ce qui est de cet hommage rendu à Simone Veil, tiens, pour la petite histoire de détendre un peu l'atmosphère, vous savez que l'un des fils de Simone Veil était marié, puisqu'aujourd'hui ils sont divorcés, avec l'actuel ministre de la Santé. Pour la petite histoire. Oui, alors, sur cette cérémonie, vous l'avez regardé ou pas ? Je regarde un petit peu, mais ce qui m'a un peu touché, c'est que la famille tenait à ce qu'il y ait quand même des anonymes qui participent. Ça, oui, ouais. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ils voulaient pas qu'il y ait trop, que le protocole prenne le dessus. Ils voulaient que les anonymes aient la possibilité de venir aussi saluer cette grande dame. Amina, bon, c'est vrai que t'es un peu plus jeune que nous. Pour le coup, mais Simone Veil, quand même, c'est parlant, c'est une histoire, c'est une grande dame. Bah, oui, c'est une grande dame. Une grande dame pour la France. Et justement, je le rejoins quand il parle justement du fait que ça soit ouvert aux anonymes, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui l'aiment encore, qui parlent encore d'elle, toujours avec des mots très chargés d'émotions et très beaux. Et du coup, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché du peu que j'ai vu, au-delà du discours que ses fils ont eu. Qui sont très beaux, donc. Ouais. Alors c'est vrai que l'un des plus grands combats de Simone Veil, ça a été évidemment le droit à l'avortement, et on s'en souvient dans les années 74. Eh bien donc cette hostilité qu'elle a reçue, ces insultes aussi, et un grand homme qui l'a aussi encouragé à l'époque, Jacques Chirac, qui était un proche à Simone Veil. Oui, pour avoir... Bien qu'elle ait elle l'ait un peu trahi dans le sens où elle a soutenu Balladur en 93 par exemple. Le centre, elle était centriste. Ouais. Elle a toujours été centriste. Mais moi, ce qui me marque chez cette femme, quand j'étais très jeune, et c'était une très belle femme, mais elle montrait pas ses émotions. Et elle était d'une grande dignité, parce que quand elle a subi les coups, elle ne s'est pas plainte. Elle a fait part de ça bien plus tard dans un reportage, de tout ce qu'elle avait subi. Ouais. Et j'étais admiratif de cette humilité, de cette bonne tenue,
qui savait se tenir et qui ne montrait jamais ses émotions. Et ça je trouve ça magnifique. Vous savez quel était son plus gros, son dernier coup de gueule, c'était quand Nicolas Sarkozy avait lancé ce fameux ministère de l'immigration, de l'identité. Ça lui a vraiment pas plu et elle l'avait fait savoir à l'époque au président de la République. Voilà, ça c'était donc Madame Simone Veil. On pouvait pas ne pas en parler parce que c'était une grande dame. Elle a mené des combats bien à elle, des combats qu'elle a su mener et affronter cette fronde justement très importante à l'époque. Et ça a été quand même pour ces femmes. Alors encore une fois, toute conviction gardée. La possibilité aux femmes, pour diverses raisons, de pouvoir accéder à l'avortement. Librement. C'est ça qui est important, évidemment. Librement et surtout, pour moi, c'était une féministe avant l'heure. Mais une féministe avec, dans le bon sens du terme, qui était humble, qui était pas là pour combattre les hommes, mais qui était là pour faire valoir le droit des femmes. Oui. Voilà. Donc voilà, hommage rendu ce matin donc par la nation et donc elle va être au Panthéon aux côtés de son mari. Oui. C'est Emmanuel Macron qui l'a effectivement annoncé ce matin en accord avec la famille. Obligatoirement. On va rappeler peut-être c'est quoi ce privilège accordé d'aller au Panthéon, mon cher Jean-Marc? Alors c'est un privilège qui est accordé à certaines personnes qui ont œuvré pour la nation, qui ont marqué de par leur travail, de par leurs œuvres, de par leur position aussi par moment, où on accorde le privilège, bien sûr avec l'accord du président de la République, d'être au Panthéon. Et nous avons déjà pas mal de personnalités au Panthéon. Et c'est la 5e femme. C'est justement. La 5e, oui. Il y a Marie Curie, oui. Etc. Et c'était la seule femme ministre à l'époque, je crois, dans le gouvernement laquelle elle appartenait. Ouais, bien sûr. À l'époque, oui. Bien sûr. Donc voilà, plein de symboles autour de Simone Veil évidemment, et on devait d'en parler. Bien sûr, si vous souhaitez nous en parler vous aussi, bien vous nous appelez au 01 40 33 9000 en nous laissant aussi un message sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Vos messages aussi sur le hashtag LGF officiel. Dans un instant, messieurs dames, place au zapping. On va beaucoup parler dans ce zapping du discours prononcé hier à l'Assemblée nationale, le politique général du Premier ministre Édouard Philippe. Pour l'heure, voici. Et en ce 5 juillet, musique oblige. Medine, il était venu nous enregistrer cette version. Forum, Medine, France Maghreb 2. À tous les franco-algériens, tous les binationaux, tous les schizophrènes de l'humanité. J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé. Médine métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Pourtant je me souviens du FLN qu'avec panique et haine, garant d'une juste cause aux méthodes manichéennes, trancher les nez de ceux qui refusent et les trancher dévisager, car la neutralité fait de toi un étranger. Tous les Français n'étaient pas hommes de la machine, praticiens de la mort, revanchards de l'Indochine. Nous souhaitions aux Algériens ce que nous voulions 10 ans plus tôt pour nous-mêmes, la libération d'une dignité humaine. Nous n'étions pas tous des gens moulins, mais loin des gens foutistes, proches de Jean-Paul Sartre et des gens jusqu'au boutistes, tantôt communistes, traîtres car porteurs de valises, tantôt simples sympathisants de la cause indépendantiste. Je refuse qu'on m'associe aux généraux dégénérés. Mes grands-parents ne sont jamais responsables du mal généré, du mal à digérer. Que l'histoire en soit à gerber, que des deux côtés de la Méditerranée tout soit exacerbé. Alger meurt, Alger vit, Alger peur, Alger prie, Alger peur, Alger crie, Alger pleure, Algérie. J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé.
Médine est métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part algérienne s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure? Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas de sang immaculé, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé. Les corvées de bois, creuser sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 endroits. Les averses de coups, le supplice de la goutte, les marques de boots sur l'honneur des Junouds. On n'oublie pas les morsures du peloton cynophile et les sexes non circoncis dans les ventres de nos filles. On n'omet pas les lois par la loi de l'omerta. Main de métal national écrase les lois mahométanes et les centres de regroupement pour personnes musulmanes. Des camps de concentration au sortir de la Seconde mondiale. On n'oublie pas ses ennemis, les usines de la mort, la villa Cézini, épaules drapées, vert dominant sur ma banderole, ma parole de mémoire d'homme. Les bourreaux n'auront jamais le bon rôle. Alger meurt, Alger vit, Alger peur, Alger crie, Alger dort, Alger prie, Alger pleure, Algérie. Chez le sang mielé, aux 3 quarts caramélisé, naturalisé, identité carbonisée. Médine mékissé, algérien français. Le plus dur dans une guerre, c'est de la terminer. Que la paix soit une valeur entérinée. Les vieux ennemis nourrissent une rancœur pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrhume, c'est que la France a éternué. Alors on dialogue en se raclant la gorge, en se rappelant les morts avec le tranchant du bord. On marque le score à chaque nouvelle écorche. On compte les corps à chaque nouvel effort. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif, qui se bâtirent pour sa patrie et qui pour ses actifs. Du pied noir au maquisard, on est tous en mal d'histoire. Alger la blanche, Alger la noire. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger prie, Alger pleure, Algérie. Le grand forum Médine France Maghreb 2. C'est pour le Havre, Paris, Marseille. À tous les binationaux, tous les schizophrènes de l'humanité, tous ceux qui vivent la dualité. Médine à l'instant pour cette version qu'il était venu nous enregistrer dans le grand forum. Algérie, Alger pleure, Alger dort, etc., etc. Très belle chanson du grand artiste du Havre, Médine, bien sûr, qui était d'ailleurs de passage en région parisienne pour des concerts et qui continue sa tournée pour présenter son album. Alors, on va passer maintenant au zapping avec Amina Kalash qui est avec nous. Ça me fait bien plaisir. Je trouve que t'as une meilleure mine que pendant le Ramadan, Amina. Ouais, puis je dis ça, je dis rien. Elle nous a manqué quand même. Ouais, grave. Moi aussi, vous m'avez manqué. Non, parce que madame est partie à Londres, elle est partie. La finesse de ses arguments. Je suis juste partie quelques jours à Londres et auparavant, en fait, il y a eu un jour où je devais venir, mais j'avais une voix, je me suis réveillée avec une voix, elle était horrible. Elle avait une voix d'homme. Voilà, comme ça. Voilà, allez, zapping. Alors, dans ce zapping, messieurs, dames, après Emmanuel Macron, c'était donc au tour de son Premier ministre de prendre la parole. Hier, la veille, à Versailles, le chef de l'État avait rappelé les grandes lignes de son quinquennat. Devant l'Assemblée, son Premier ministre a lui précisé comment il serait mis en musique, tout cela en dévoilant la feuille de route de l'exécutif, une feuille de route avec de nombreuses annonces en matière notamment d'éducation, de santé et surtout des budgets. Détailler les mesures impopulaires, c'était son rôle et l'amateur de boxe Édouard Philippe l'a assumé. Fort bien d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de ce qui s'est dit hier par le Premier ministre. Il y a une addiction française à la dépense publique.
Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Mesdames et messieurs les députés, aucun ministère, aucun opérateur, aucune niche fiscale ne sera sanctuarisée. Partout, nous chasserons la dépense inefficace et le saupoudrage de crédit. La France est dans les cordes et aucune esquive ne nous sauvera. Voilà pour ce qui est d'entrée en matière, en tout cas par l'annonce donc d'Édouard Philippe hier. Ça ressemble à quoi finalement? On recule un petit peu sur les annonces importantes concernant les pauvres et on sert les riches pour commencer. C'est un peu à ça que ça ressemble, Jean-Marc, non? Oui, j'ai plutôt l'impression qu'il prépare son second quinquennat. Parce que toutes les mesures concernant les gens qui ont les moyens, j'ai l'impression qu'elles vont se faire de façon immédiate. Et puis tout ce qui vont concerner les gens qui ont une vie un peu plus difficile, économiquement parlant, bien sûr, c'est différé jusqu'à la fin du quinquennat. Et c'est pas faux de le dire parce que pour juguler un peu le déficit, des promesses de campagne donc sont bien reportées, hein. Réforme de l'ISF, du CICE, suppression de la taxe d'habitation, 3 mesures coûteuses pour le budget. Amina, pour le reste de la facture, les coûts budgétaires, il va falloir attendre sans doute à partir de l'automne, Amina. Oui, bon. Mais enfin non, en tout cas pour ma part, je suis pas très confiante en ce qui concerne le quinquennat de Monsieur Macron. Voilà, je suis, on va dire, quelqu'un de très optimiste, mais là-dessus, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et puis, il y a qu'une chose que je vois de positif, c'est le fait que ils ne remettent pas en question l'allocation des handicapés, parce que la Cour des comptes avait remis en question par rapport au budget à ce qui coûtait très cher. Ouais. Et je pense que les gens handicapés méritent justement qu'on leur donne cette allocation, qu'on leur donne la possibilité de s'insérer, de vivre avec un minimum de dignité, parce que nous sommes tous susceptibles un jour de l'être. Une vie peut basculer d'un accident, d'une maladie. Donc je pense aussi que c'est une bonne chose parce qu'il faut pas non plus que les handicapés, qu'on les mette pour des laissés pour compte. Je pense que c'est aussi notre problème, c'est aussi à nous de contribuer pour ces gens-là, pour essayer de faire en sorte qu'ils ont un minimum de vital. Alors, pas de précision en l'occurrence pour le contenu de la réforme du travail, mais un calendrier, les ordonnances seront publiées à la fin à la fin de l'été. Au total, pas de grand volet lyrique, hein, une multiplication d'annonces, un effet souvent catalogue, mais son discours en tout cas applaudi. L'hémicycle était évidemment largement à la cause du Premier ministre. Des députés En Marche se sans doute rappelés à l'ordre, hein. Ils étaient très silencieux d'ailleurs lundi lors du discours du président de la République. Des députés En Marche donc justement qui possèdent à eux seuls, rappelons-le, la majorité absolue. Eh bien, ces députés comme leurs alliés du MoDem voté la confiance bien sûr au gouvernement d'Édouard Philippe sans surprise, hein. Vraiment sans surprise aussi également, ils ont accueilli de manière très positive le discours du Premier ministre. Écoutez Aurore Berger, la porte-parole du groupe Les Républiques En Marche à l'Assemblée nationale. Sur la forme, beaucoup de détermination du Premier ministre qui n'a rien lâché des engagements qui sont ceux de la campagne présidentielle réaffirmés pendant la campagne des législatives. Et puis sur le fond, une grande responsabilité dans son discours sur les engagements à tenir et les réformes qui sont devant nous, notamment sur la question de la réforme du travail qui va être un chantier de 18 mois, sur la question aussi de la méthode, de l'évaluation, du contrôle qui change aussi la nature du travail parlementaire. Je pense que rien n'a été oublié aussi par rapport au grand chantier du quinquennat. Bon, elle est satisfaite, hein, et c'est bien normal, en tout cas, en Berger. Cela dit, il y a quand même eu des petites choses, je sais pas si vous avez regardé ce discours hier. Quelques républicains ont tenté de perturber un peu ce discours. Ils ont été vite rappelés à l'ordre par le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Et puis alors, vous avez vu les insoumis, mon cher ami Jean-Marc et Amina, qui ont fait un spectacle d'enfer durant tout le discours d'ailleurs. Voilà, c'était assez... ça a mis un peu d'ambiance, quoi. Bon, en fait, je pense que dans les institutions, on doit avoir une certaine tenue, parce que ça reste quand même un certain symbole. Ça, c'est une chose très importante. Bon, ils étaient peut-être dans leur rôle et puis ils peuvent attirer l'attention ou que
que par ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'aimerais revenir sur les différentes choses, les mesures. Il y a un truc un petit peu où je reste assez dubitatif, c'est concernant les vaccins obligatoires. Ah oui, parce pour les que enfants. il y a pas mal de vaccins qui sont à l'origine, semblerait-il, d'après un grand nombre de scientifiques, de maladies irréversibles, de pas mal de problèmes. Donc ça aussi, Mais il faut expliquer pourquoi. Attends, Jean-Marc, faut expliquer pourquoi, parce qu'il y a un certain nombre d'années, il y avait un vaccin pour telle ou telle maladie. Et on a essayé, au fur et à mesure des années, de regrouper plusieurs maladies en un seul vaccin. Et c'est là que ça pose problème, parce que pour les corps qui sont assez faibles, d'ingurgiter autant de produits anti-maladies, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Oui, mais là, on impose quand même aux parents de passer de 2 vaccins obligatoires à 8. Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est de ne pas laisser le choix aux parents. Il y a des parents qui veulent faire les 8, font les 8. On va pas dire demain à des nouveaux parents, le fait d'imposer, moi, je trouve ça très et puis correct. Je dirais une chose, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je dirais, on devrait aussi avoir certaines mesures pour l'allaitement des femmes, parce que ça représente aussi pas mal d'anticorps, et c'est prouvé notamment dans les pays du Nord que le fait que la femme puisse allaiter assez longtemps son enfant la prépare justement à avoir des anticorps, à lutter contre certaines maladies. Et il n'y a aucune mesure pour ça. Oui, bon, écoute, moi je sais pas, je suis pas concerné par le truc, mais bon. Non, mais c'est très bien l'allaitement. C'est tous les médecins le disent, puis même l'enfant, le rapport qu'il a ensuite avec sa mère, c'est très un important. rapport affectif, émotionnel. Voilà. Alors pour ce qui est de l'opposition, bien l'opposition, l'heure était moins à la gloire de Macron, mais comme la veille avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, les députés pointaient du doigt les manques supposés d'un discours qualifié de raté. L'un était trop littéraire au risque d'être banal, l'autre était pas assez précis. Il inverse donc les priorités. Le constat est signé Éric Woerth. Écoutez, le député Les Républicains de l'Oise qui s'est exprimé hier. C'est un discours assez plat, c'est au fond le pendant de ce qu'a fait le président de la République, avec un peu plus de précision, mais toujours autant de platitude. Il n'y a pas de mesure de réforme qui soit assumée. Il y a beaucoup de dépenses publiques, pas de réforme de nos finances publiques, pas de mesure assumée de réduction des dépenses publiques. Il y a des intentions, mais ça en reste là. Voilà pour ce qui est de donc Éric Woerth. Est-ce que vous partagez un peu le constat d'Éric Woerth des Républicains? Le bac, c'était, par la réforme, tout ce qu'il a dit à peu près, le bac, comme quoi il voulait faire rajouter un peu plus en continu. On en a déjà entendu parler. Moi, je trouve le paquet de cigarettes qui augmente pareil. D'ailleurs, je trouve pas ça très intelligent, même si je suis totalement contre la cigarette. Et puis les baisses de taxes d'habitation ou les places en prison, en fait, c'est des choses qu'on a entendu et réentendu. Enfin, pour moi, il y a rien de nouveau. Oui. Non, c'est vrai. Et pour moi, c'est juste le prolongement, en fait, du quinquennat de François Hollande, quoi. Et de Sarkozy. Voilà, il y a rien qui change. C'est vrai, parce que l'histoire du tabac aussi, c'est inquiétant, parce que il y a de plus en plus de contrebande dans la cigarette, à toutes les sorties de métro, on voit des gens qui vendent des cigarettes. En plus, les gens, ils vont les acheter. Faut pas les acheter, elles sont dégueulasses. Ils vont les acheter, mais les gens, ils vont les acheter parce que c'est moins cher. Ouais. C'est encore plus dangereux. Je pense que là aussi, ils vont favoriser ce marché parallèle, cette économie parallèle. Oui, puis même l'économie, concernant bientôt, à ce compte-là, le shit va devenir moins cher que la cigarette, hein. Non, mais je veux dire, je dis ça, ils vont le légaliser, donc ils sont partis pour. Donc. Alors, du côté de la France insoumise, eh bien là, pas de division. Donc du côté des insoumis, après le boycott du congrès de Versailles lundi, vote unanime contre la confiance à la tribune. Jean-Luc Mélenchon envoie une pique au chef de l'État qui évoquait il y a quelques jours ceux qui ne sont rien. Vous avez suivi cette affaire là, Macron qui parle de ceux qui sont rien. Mélenchon lui a répondu: nous ne sommes peut-être rien à vos yeux, mais demain nous serons tout. Voilà, ça a le mérite d'être clair, c'est court, efficace, et je vous rappelle d'ailleurs qu'on vous a mis l'intégralité du discours, parce qu'après le discours de politique générale d'Édouard Philippe, chaque chef de groupe se sont exprimés avant de procéder au vote, et Mélenchon a fait un très bon discours, malheureusement pas assez rassembleur peut-être, mais un très bon discours que vous pouvez voir en vidéo sur notre page Facebook France Maghreb 2. Les Insoumis là, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer finalement? Est-ce que c'est eux qui représentent une réelle opposition à l'Assemblée nationale? Amina? Excuse-moi, j'ai pas suivi. Les Insoumis, est-ce qu'ils représentent une réelle opposition? Oui. Je pense pas. Non, parce que pour le coup, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est vraiment, en tout cas, l'hémicycle est, pour moi, quand bien même,
il y a quelques républicains, quelques insoumis, mais ils vont tous aller dans le sens de Macron. D'ailleurs, c'est ce qu'il recherche. C'est vraiment, c'est le prolongement du gouvernement d'Hollande, mais la différence, c'est que ça lui tient énormément à cœur que tout le monde soit d'accord avec lui et qu'il y ait vraiment une homogénéisation, qu'il n'y ait pas autant justement d'affaires politiques, même si ça le rattrape. Mais je pense qu'il est un peu intouchable. Mais les insoumis ont certainement, je dirais pas les insoumis, je dirais plutôt que Mélenchon aurait un rôle à jouer en se représentant comme un leader de la gauche. Encore faut-il qu'il soit un petit peu plus rassembleur, qu'il ait des discours un peu moins extrêmes pour pouvoir représenter la gauche. Je pense qu'il a le charisme pour le faire. Simplement, faut qu'il soit beaucoup plus stratégique. Est-ce que finalement les électeurs de gauche n'attendent pas peut-être un discours aussi dur de la part de Mélenchon? Peut-être qu'il s'adresse à son électorat en même temps. Non, c'est quand même extrême son discours. En fait, c'est un provocateur. Enfin, les communistes en l'occurrence n'ont jamais été tendres, hein, Jean-Marc. Oui, mais justement, les communistes, c'est tout ce qu'on veut. Les communistes, c'est comme le café au lait. Hein, soit il est un petit peu plus foncé. Ça se mélange pas le café et le lait, monsieur. Non, oui, monsieur, ça se mélange puisqu'on a une couleur qui est soit un peu claire, un peu moins claire. Ça ne se mélange pas, c'est pas bon pour la santé. Non, mais je vous explique que c'est une métaphore, monsieur Fro. Gardez-les pour vous. Non, mais justement, vous représentez pas les auditeurs, donc voilà. Ah si, je les représente. Alors très nettement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que appelez pour lui dire d'ailleurs. Les communistes sont des opportunistes avant tout. Oui. Ça on peut le dire. On pourra en parler, faire le bilan des communistes, notamment dans un département qu'on connaît bien, le 93. Allez, pour finir ce zapping, mesdames, messieurs, venons-en au prix Albert Londres, une des plus prestigieuses récompenses du journalisme francophone, remise pour la 79e fois hier à Paris. C'est le journaliste du Figaro, Samuel Fauré, qui remporte le prix dans la catégorie presse écrite pour ses reportages sur la bataille de Mossoul. Tristan Valex et Mathieu Reingal, de leur côté, dans la catégorie audiovisuelle grâce à leur documentaire Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, diffusé sur France 2. Et pour la première fois cette année, un prix Albert Londres du meilleur livre était délivré, et c'est notre confrère d'RFI, David Thompson, qui le remportait pour son ouvrage Les Revenants, son enquête sur le retour des djihadistes français. Écoutez sa réaction. Je suis très heureux, je peux pas dire plus. Évidemment, on reçoit une récompense comme ça, c'est le prix le plus important de la profession, donc on est ravis de le recevoir. Je suis content pour moi, et je suis content pour RFI aussi, puisque la radio est pas toujours primée comme ça. Bon, c'est un travail qui a été très long, que j'ai commencé en tant que correspondant pour RFI en 2011 en Tunisie. C'est là que j'ai vu émerger ce mouvement djihadiste. C'est un mouvement qui est devenu beaucoup plus que groupusculaire. En quelques mois, il comptait des milliers de partisans en Tunisie. Voilà, David Thompson, donc, qui a été bien récompensé pour son livre. Dans un instant, messieurs dames, sur France Maghreb 2, notre premier avis tranché, celui d'Amina, que l'on va découvrir. Et puis bien sûr, on va continuer et on va parler de la Corée du Nord. Vos appels 01 40 33 9000, réaction à n'importe quel moment dans cette émission aussi au 06 18 21 56 41, par mail lgf@francemaghreb2.fr et par Twitter aussi avec le hashtag LGF officiel. Le grand forum avec Amina Kalash, avec monsieur Zébélus Jean-Marc, notre expert en immobilier, notre journaliste, qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Oui, la chaleur est réapparue, oui. Et d'ailleurs, c'était aussi un mercredi, vous vous en souvenez, les derniers jours de Ramadan, qu'on a subi la chaleur. Hein. Tout à fait. C'est dur, mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre non plus. Un petit tour du côté du standard, ça vous dit? Allez, on va intercepter un appel au 01 40 33 9000. Qui est avec nous? Bonsoir. Allô, c'est Mouloud. Salut Mouloud. Salut Mouloud. Ouais, bonjour. Mouloud, parle devant ton téléphone, mon vieux, vas-y. Oui, je voulais, pour pas oublier déjà, Christophe, j'avais une chose à te dire, merci. Bah c'est gentil, mais pourquoi? Pour l'hymne national. Ah bah oui. J'ai eu des frissons. Hein. Ah bah écoutez, c'est cadeau, hein, c'est cadeau. Vraiment, c'est super de ta part. Hein. C'est la moindre des choses quand même. Hein. Voilà. Ouais, mais pas grand monde le font. Voilà. Non, pas grave, non, nous il y a pas grand monde et c'est de ta part, venant de ta part, c'est vraiment. Mais tu sais, mon cher ami Mouloud, je vais te dire un truc. Oui. Je pouvais pas ne pas le faire parce que j'aime à le rappeler, je suis éternellement lié à l'Algérie de par ma femme. Donc l'Algérie fait aussi partie de moi. On t'a pas payé pour ça, non? Non, du tout, absolument pas. Ok, d'accord. Tu me rassures. Ouais. Sinon, Christophe, oui, je voulais dire une petite chose à propos de la grande dame qui a disparu, Simone Veil. Oui. Je voudrais rappeler quand même une petite chose, je sais pas si vous êtes au courant,
mais durant les années noires en Algérie, s'est rendu à deux reprises en Algérie pour apporter son soutien au peuple algérien. Ah, je ne savais pas. Tu savais pas? Non. Alors qu'à priori, elle n'a aucun lien avec l'Algérie, ni quoi que ce soit. Elle s'était rendue à deux reprises, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de politiques qui s'aventuraient là-bas. Je retiens deux politiques, il y avait elle et Jean-Pierre Chevènement. Ce qu'il faut dire que ça lui a coûté, on lui a beaucoup reproché cela. Oui. Tu le savais, Jean-Marc? Oui, bien Moi, sûr. je le savais pas. On lui a beaucoup De toute reproché. façon, il y en avait deux. Il y avait Jean-Pierre Chevènement et Madame Veil. Parce qu'à l'époque, ils s'aventuraient pas trop en Algérie. Hein. C'est les deux seuls soutiens que je retiens. Allô? Oui, on t'écoute. Bah écoute, voilà. c'est bien de l'avoir dit parce que je suis sûr que... Alors qu'a priori, je savais pas, mais beaucoup de gens ne savaient pas non pas de plus. lien particulier Avec en quoi que l'Algérie. ce soit avec l'Algérie. Oui. Et elle avait parlé de la barbarie à l'époque et elle soutenait le courage du peuple algérien et tout. Et moi, à l'époque, je t'avoue franchement, ça m'avait touché venant de sa part. Voilà. Eh ben, merci en tout cas de nous l'avoir dit, mon cher ami. Christophe, Oui. j'ai peut-être une information. Ah, vas-y, Tout balance. à l'heure, Oui. j'ai écouté les questions au gouvernement. Je Oui. sais pas si vous, à T'as 15h. vraiment rien à faire, mon ami. Hein. Voilà. Et à la fin de la séance, Oui. Monsieur de Rugy Président a de dit la l'Assemblée. phrase suivante. Il a dit: le Conseil constitutionnel m'a communiqué les résultats des requêtes et réclamations qui avaient été faites lors des législatives qui sont passées là. Oui. Mais il n'en a pas dit plus. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que concernant Madame Amrani, il y a une réponse? Je sais pas. Et il s'est contenté de dire la phrase suivante, mais il n'a pas dit. Non, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il n'y en aura pas d'ailleurs avant 4 à 6 mois. 4 à 6 mois, on a des vacances Ça concernait qui judiciaires. alors Mais non, il a juste informé le public comme quoi il y avait eu plusieurs recours de déposés auprès du Conseil constitutionnel. Pas des résultats alors? Non, On absolument peut pas. Il y C'est a pas. au moins dans 4-6 mois. Oui, non. En c'est plus, impossible. on a juillet-août, on va avoir les vacances judiciaires à partir du 15 Faut compter juillet. aux alentours d'octobre-novembre pour avoir quelques résultats. D'accord. Voilà, il y en a eu il y a pas eu que celui-là, il y en a eu plusieurs Oui, de il y en a déposés. plusieurs, ouais. Notamment Laïla Haïchi aussi, un des. Non, c'est pas elle recours. qui a déposé le recours. Non, c'est pas elle, je sais, mais C'est il y a un recours de candidat. déposé. Voilà. Donc, sur cette élection de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Merci Mouloud. C'est moi qui te remercie. Encore merci Christophe et bonne soirée à vous tous. Et puisque j'en finis pas plutôt avec les cadeaux aujourd'hui en ce 5 juillet avant de retrouver l'avis tranché de la ravissante Amina Kalash dans un instant. Cadeau messieurs dames de la part d'un poète algérien qui a vécu une grande partie donc exilé en France, enterré aussi en France. Il aurait bien aimé pourtant retourner voir son village natal. L'Algérie, son pays d'origine, bien sûr. Slimane Azam qui chante l'Algérie au travers de ce beau poème Algérie, mon beau pays. Bonne fête à tous les Algériens. Une indépendance belle et bien méritée, au prix de beaucoup de morts, beaucoup trop de morts. Magnifique. Voilà, jusqu'à la fin, on n'en perd aucune miette de ce excellent poème d'un homme qui, pendant certaines années, a été boycotté en Algérie quand même, avec des textes assez engagés. Il dénonçait, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs été exilé en France. On n'a pas pu d'ailleurs être enterré dans son pays d'origine, dans son pays natal, l'Algérie. Et il a chanté donc ce poème qui est émotionnellement très fort. Au travers de ses paroles, voilà, quel que soit mon triste sort, rien n'empêche que je t'adore avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Voilà. Mais il dénonce quelque part. Il dénonce, bien sûr. Il dénonce beaucoup de choses là. Il faut bien comprendre à travers les mots. Il dit j'ai failli à mon devoir. Il dénonce vraiment des choses et c'est très très prenant. En tout cas, voilà, histoire de faire découvrir à toute cette jeunesse qui connaît pas forcément aussi ces artistes qui ont milité aussi avec leur art en utilisant la musique, en utilisant la poésie pour dénoncer aussi certaines évidemment injustices bien sûr qu'il y a eu et qu'il y a peut-être encore d'ailleurs. Allô, bonjour. Oui, Christophe, bonjour. Kamel à l'appareil. Oui, on a bien reconnu. Je ne pouvais pas laisser. Oui, bonjour. Alors je ne pouvais pas laisser bien évidemment cette date sans le son de ma voix sur cette antenne et te remercier pour ce supplément d'âme que tu viens de nous apporter, à savoir cette chanson de Slimane Azam. Et crois-moi que moi elle m'a bercé quand mes parents nous mettaient issus de cette émigration. On a été bercés. Ça a été notamment pour des enfants comme moi qui sont nés ici, des éléments qui représentaient un pilier au sein de cette culture des Algériens ici, mais du Maghreb en général. Et je crois qu'il est important de ne jamais s'égarer et de toujours de rester dans ses valeurs. Et ça, c'est très important. Je voulais simplement souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui nous écoutent et en particulier à l'ensemble des Algériens. Mais au-delà de ça, j'aimerais que ces mots soient en résonance de cette
unité que j'appelle de mes vœux, mais toi aussi et vous aussi sur cette antenne, vous le faites régulièrement, d'unité, de fraternité dans ce pays, et que jamais le nom puisse venir séparer ou diviser cette unité que j'appelle de mes vœux. Merci à vous tous, merci à la radio, et j'embrasse vraiment tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans une émotion particulière, et je voudrais tout simplement dire bonne fête à tous, et merci d'exister. Vous, Radio France Maghreb 2, et je sais pertinemment, toi Christophe, combien de fois tu as sollicité cette unité, cet engagement. Eh bien, j'espère que nous le ferons à l'image de ce que nos aînés ont fait pour l'Algérie. Nous devons faire pour le Maghreb et nous devons rester unis dans ce pays qu'est la France. Merci à vous tous. Merci à toi, mon cher Kamel. Merci, Kamel. Voilà. Pour ces belles paroles gentilles et sympathiques qui nous vont droit au cœur à toute l'équipe, bien sûr. Alors, on va enchaîner maintenant, si vous le voulez bien, avec un premier avis tranché, celui de Amina Kala. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Amina a choisi de nous parler quoi du traitement médiatique qui est parfois inégal en fait. Inégal. Eh bien nous t'écoutons, chère Amina. Eh bien vous avez certainement dû entendre dernièrement, il y a eu justement beaucoup de faits donc islamophobes qui ont eu lieu dans différentes parties du monde. Donc et qui ont ces derniers temps essentiellement concerné l'Angleterre ou la France. Et malheureusement, le traitement médiatique de ces faits ne s'est pas révélé être toujours égal. Donc je vais juste prendre l'exemple de l'attaque à la mosquée de Finsbury Park, où un homme s'était rué justement dans sa camionnette sur des piétons qui sortaient justement de la prière du Tarawih en plein Ramadan. Donc les médias ont parlé d'accidents, d'un déséquilibré ou encore d'un accro malheureux. Seuls quelques rares médias parleront d'un acte terroriste à l'encontre de ces croyants musulmans. De l'autre côté, la toile s'emballe, Twitter s'offusque. Je cite, « Comment peut-on qualifier cet acte d'accident alors que le terroriste dit vouloir tuer tous les musulmans ?» Ou encore, « J'ai honte de mon pays, on ne peut pas parler d'accident quand on tue volontairement des hommes sortant de leur prière. » Malheureusement, ces justifications médiatiques sont courantes. Ils peuvent transformer justement une simple affaire en scandale et au contraire réduire un scandale ou un simple fait divers. Pour citer un autre exemple très percutant, il y a eu dernièrement les campagnes électorales françaises et américaines. Aux États-Unis, les médias sont anti-Trump, mais lui rendent finalement service. En France, nous avons pu aussi le constater dans la médiatisation des affaires Fillon ou Macron. Autrement dit, le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le journalisme, les médias, tient un rôle essentiel au sein de la société. Les journalistes ne sont pas pourtant les seuls responsables. Je suis moi-même journaliste. Et nous sommes en mesure, nous aussi, citoyens, de trouver une solution. Une solution où nous puissions nous insurger dans une affaire qui n'est pas traitée de façon déontologique. Et j'ai le devoir, comme vous, comme tout le monde, de rester justement la plus objective possible dans n'importe quelle affaire. Même si, là-dessus, je tiens à le dire, l'objectivité totale n'existe pas dans le journalisme. C'est totalement faux. On a beau rapporter justement des faits, il y a toujours une part de subjectivité, selon les mots qu'on utilise. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Les nuances c'est Jean-Marc également. Qui te perturbe. Oui, c'est ça en fait. C'est l'émotion de vous retrouver. Ouais. Et justement, il faut la faire malgré tout de façon égale et juste, que l'on soit d'accord ou non. Et surtout, j'espère que certains actes de déséquilibrés n'affecteront pas l'humanisme de cette planète. Merci Amina. Jean-Marc, petit commentaire? Non, je trouve ce qu'elle a dit est doué de sincérité. Toi, t'es comme Macron, t'es d'accord avec tout le monde. Est doué d'objectivité et de sincérité, sauf avec toi. Donc c'est normal, je suis dans l'opposition. Il y a rien à rajouter. C'est inné chez toi. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous voulez bien sûr réagir à cet avis tranché de Amina Kalash. Bien aussi le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 sur par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr et au travers du hashtag LGF officiel. N'hésitez pas, on retrouvera un prochain avis tranché tout à l'heure à 17h30 de notre ami Zébélus qui va vous parler justement de l'Algérie, de cette indépendance dont nous fêtons aujourd'hui le 55e anniversaire. Mais nous allons prendre, si vous voulez bien maintenant,
la route de la Corée du Nord, puisqu'une réunion d'urgence à l'ONU dans quelques heures à la demande de Washington. Les États-Unis qui mènent avec la Corée du Sud des exercices de tir de missiles balistiques, c'est donc la réponse au dernier tir nord-coréen, un missile d'une portée de 7 à 8000 km. Le régime de Pyongyang se dit capable donc de faire de frapper en tout cas le territoire américain. Manifestement, donc il ne compte pas s'arrêter là, ni dans les actes d'ailleurs, ni dans les mots. Ce tir réussi d'un missile intercontinental est un cadeau destiné aux salauds d'Américains à l'occasion de leur fête nationale, fanfaronnait le dirigeant nord-coréen hier. Alors, la question est la suivante, faut-il prendre au sérieux cette menace nord-coréenne? Faut-il en avoir peur et peut-elle déboucher, quand on voit par exemple les différentes réactions de Donald Trump, qui est assez imprévisible, faut bien le dire, comme président, faut-il peut-être craindre une escalade de la montée en puissance de ce conflit? Jean-Marc. Je pense pas que ça va aller si loin que ça. On est dans la provocation, puisque le président dit, sachant que la Corée du Nord sait très bien qu'il y a la Chine derrière eux et la Russie, etc. Et que le reproche du président américain, c'est que la Chine de ne pas endiguer l'escalade militaire de Kim Jong-un. Je pense pas que ça ira loin, ce n'est que de la provocation. Ils ont l'arme nucléaire, donc il n'y a aucun intérêt à chercher à déclencher une guerre. Et puis au nom de quoi on les empêcherait de faire des essais nucléaires alors que les États-Unis doivent en faire certainement? Moi je pense que ça peut quand même déraper parce qu'on a deux personnalités qui sont complètement... c'est des fous, hein. Plus celui de la Corée du Nord que Monsieur Trump pour le coup, mais j'ai peur en fait que ça se finisse en combat de coq. Genre c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais... En fait, ils sont tous les deux pareils. Ce qu'il y a, c'est que la constitution de la Corée du Nord lui permet de faire tout ce qu'il fait. Par contre, aux États-Unis, on est dans une pseudo-démocratie où le président ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est un peu ça, mais je pense qu'ils sont pareils tous les deux, mais je pense pas que les Nord-Coréens ont la Chine quand même avec eux. Hein. La Chine et la Russie. Ouais, qui est pas rien quand même, c'est pas des petits alliés. C'est pas rien. Donc, ce qui fait que je pense que et puis le Sud ne pourra jamais se mettre contre le Nord. Donc, je pense que je pars de la Corée. Je pense que c'est de l'intimidation, que ça n'irait pas très loin. Et puis je me demande. Ils ont répondu les États-Unis avec Séoul justement. Oui, mais après c'est pas grand-chose. C'est des réponses assez minimes à côté de ce que serait capable de faire la Corée du Nord. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a une telle détestation des États-Unis qu'aujourd'hui le Nord-Coréen il peut aller très loin. Je veux dire, il est capable de tout, même si tant est que à quelques reprises son allié chinois ait tenté un peu de les calmer. Mais on sent que rien ne le calme pour Myung, il se croit un peu comme le puissant de la planète dans un pays qui est peut-être le plus fermé au monde, hein, la Corée du Nord. C'est pas peut-être, c'est certainement le pays le plus formé parce qu'ils ont revu l'histoire, ils ont reformaté le peuple en racontant comment ça s'est passé, comment ils ont déjoué les Américains et tout, etc. avec très peu d'armement, etc., rien que par leur intelligence et leur bravoure. Du brainwashing qui est complètement... De leur bravoure. Ils ont revu l'histoire, ils ont fait avaler cette histoire à leur peuple, qu'ils y croient corps et âme. Parce qu'on parle beaucoup évidemment du conflit syrien, on parle beaucoup de ce qui se passe en Irak, on parle beaucoup aussi, un peu moins, mais de ce qui se passe au Yémen, mais on parle pas de la menace nord-coréenne, parce que ça en est une quand même pour le monde. Mais ils ont l'arme nucléaire, en plus. Ils se vivent en autarcie. C'est sûr que quand on a un peuple qui connaît qu'une vérité, qui est la vérité de leurs dirigeants, c'est clair que ça peut représenter un danger, mais je pense pas qu'ils ont un désir de conquête. Ça aurait aucun intérêt qu'ils fassent une guerre ailleurs, quoi. Allez, on va faire un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, à n'importe quel moment. On intercepte vos appels. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir à vous. Bonsoir, Méziane. Bonsoir, les amis. Voilà, Méziane. Ça va, Méziane. Quel plaisir. Alhamdoulilah. Vous êtes un peu macroniste, hein. Pourquoi Je sais pas, je le sens comme ça. J'ai dit que les vieux, que les riches vont gagner et les pauvres vont subir. Ouais, je crois que parce que vous êtes des milliardaires, vous, j'en suis sûr. Oui, bah évidemment, ça se du cœur, hein, du cœur. Oui, voilà, c'est ça, la richesse dans le cœur. Pour Pyongyang, là, le machin là, de la Corée du Nord, là. Moi, je suis bien content qu'il y ait un pays qui arrive à dire aux États-Unis, vous nous faites pas peur, et nous, on peut vous faire peur aussi. Ça me fait plaisir. Mais quand on sait que c'est un déséquilibré, c'est un peu effrayant, non?
Non. Il n'est pas déséquilibré. Ils sont pas fous, les Asiatiques. Ils sont très malins. Non, Corée du Nord. Faut dire que sa nounou est aux États-Unis, hein. La nounou de ce fameux chef d'État. Hein. Elle est aux États-Unis. La nounou de ce chef d'État a été recueillie aux États-Unis. Celle qui a l'élevé, et ça veut dire qu'elle est rentrée dans la psychologie de cet homme. Et je pense que ça reste, ne serait-ce qu'un jeu. C'est un mégalomane, c'est quelqu'un, mais le problème c'est qu'il a l'arme nucléaire et c'est peut-être quelqu'un qui défait les États-Unis tant que ça reste au stade de l'intimidation. Moi ce que je ne comprends pas, Méziane, au-delà de toutes les critiques qu'on peut apporter aux États-Unis, et Dieu sait qu'il y en a, on est d'accord là-dessus, qu'on se réjouisse quand même d'une menace dont on ne connaît pas forcément qui elle est et ce qu'elle peut faire, à savoir la Corée du Nord, parce qu'au-delà des États-Unis, ça peut avoir des conséquences aussi partout sur la planète. Tu sais, comment Christophe et tes invités là, excusez-moi, j'ai pas retenu les prénoms. Si, il y a Jean-Marc Zébélius, et puis la dame, c'est comment? Amina, excusez-moi, je commence à avoir un peu l'Alzheimer là. Oui, mais pour un homme, ne pas retenir le prénom d'une femme, ça commence à être... Je suis désolé, je vous demande pardon. Moi, on ne prête qu'aux riches. On dit que les États-Unis, ce sont des gens responsables, équilibrés et moraux. Il n'y a pas plus amoral que les banquiers et les multinationales et les cow-boys états-uniens. Ce sont des gens qui ont toujours proclamé la guerre chez les autres. Je ne vois pas pourquoi un seul pays, qui s'appelle la Corée du Nord, même si je lui donne pas un chèque en blanc, c'est le seul qui peut... Ils peuvent pas jouer avec lui. La Russie aussi, ils peuvent pas jouer avec la Russie, ils peuvent pas jouer avec la Chine. Hein. Non, mais la Russie, c'est quand même des gens d'une certaine manière un peu occidentale, raisonnés. Mais avec un Asiatique, ils peuvent pas rigoler. Les Russes, je crois pas. Ils ont eu l'expérience au Vietnam déjà. C'est pas des Occidentaux les Russes. Alors là, mais vraiment pas du tout avec leur oligarchie. Non, mais c'est d'origine judéo-chrétienne. C'est un peu la même façon de penser quand même malgré tout. Les Asiatiques, comme les Japonais et les Chinois, ce sont des gens à sang-froid. Et ils disent, tu me touches, t'es mort. Mais une partie de la Russie fait partie de l'Asie, hein. Oui, en partie, bien sûr. Mais la grande partie, quand même, culturellement, la grande partie, elle est quand même occidentale. Ouais, mais on a eu la théorie de Lénine, on a eu de Karl Marx, quand même, faut pas oublier. Hegel, on a eu pas mal de choses. Ils n'ont jamais envahi aucun pays. Les Chinois n'ont jamais envahi un pays. Si, quand même. À l'époque, il y a eu quand même pas mal de choses. C'est très très lointain, mais les Chinois ont quand même essayé de conquérir des pays frontaliers. C'est dans leur secteur, dans leur région, que les États-Unis. T'as déjà vu des militaires chinois ou asiatiques qui sont allés s'installer Non, eux c'est autrement. Avec leur base militaire. C'est la colonisation économique. C'est pas pareil. Ouais, oui, non, mais ils sont beaucoup plus pacifistes, mais il faut pas les faire chier. Enfin, ils sont plus pacifistes. Je ne sais pas. Ils ont une autre façon de réfléchir et de prendre la vie. Merci Méziane pour ton avis. Bon courage. Merci Salut Méziane. Bon, lui, il est content Méziane. Bon, écoutez, peut-être un peu le seul, mais il faut tout pour faire un monde. Exactement. Dans un instant, messieurs dames, on va retrouver l'avis tranché de Monsieur Zébélus qui va nous parler de cette indépendance de l'Algérie. On va parler aussi du procès bien mal acquis avec cette sanction qui est tombée, des années de prison. Et puis on parlera évidemment du j'aime ou j'aime pas avec pas mal de petites informations à suivre. Restez bien avec nous. C'est le LGF sur France Maghreb 2 avec Zébélus Jean-Marc et Amina Kalash. Bienvenue sur France Maghreb 2, 17h28, bon début de soirée sous la chaleur parisienne. Ouais, il fait chaud, et pareil quand il fait chaud c'est désagréable. On préfère tellement quand il fait chaud au bord de la mer, etc. Et vous savez, ce petit brin d'air. Mais on n'est jamais content. Ouais, mais bon, voilà. Non, mais il y a la pollution ici. La pollution, c'est assez lourd quand même. Bon, c'est vrai qu'on nous parle, tiens, Macron et nous parle du problème de la cigarette en augmentant le prix à 10 €. Il faudrait qu'il nous parle aussi des problèmes de pollution parce que c'est quand même automobile. Ouais. Qui fait plus de morts. Affaire à suivre donc sur cette affaire. On va passer maintenant à l'avis tranché de Monsieur Zébélus Jean-Marc avec le jingle qui va bien forcément. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y.
Le 5 juillet 1962 fut un grand jour pour la planète et surtout pour la libération de ce peuple qui s'est battu pendant de nombreuses années pour obtenir son indépendance au prix de nombreux martyrs, au prix de beaucoup trop de morts. Mais cette indépendance, elle est là. Jean-Marc Zébulus a souhaité l'évoquer dans son avis tranché. Alors, au terme d'un conflit très violent de presque 8 ans, et surtout de 132 ans d'occupation coloniale, l'Algérie acquiert son indépendance le 5 juillet 1962, il y a 55 ans. Les Algériens ont vaincu la 4e puissance militaire, un tournant dans l'histoire de l'humanité, en attendant le processus de décolonisation et ouvrant de nouvelles perspectives au peuple en lutte, par la force de leur union dans l'adversité et leur extraordinaire mobilisation derrière le FLN et l'ALN. Naissance de l'Algérie algérienne, titre le lendemain le journal de Genève. Après la proclamation des résultats du référendum sur l'indépendance, une joie immense envahit le peuple libre. Aussitôt, des voitures, des camions, des bus regorgeaient de passagers à travers les fenêtres, les portières et même sur les capots. Les défilés se croisaient, se multipliaient et grossissaient à vue d'œil dans un tintamarre de klaxons, de you-you et de cris de joie. Comme Taya al-Zahir, une frénésie s'est emparée de cette foule en cassant tous les tabous. Les femmes défilaient sans haïk. Les jeunes filles étaient drapées du drapeau national. Les garçons et les filles habillés en tenues vert et blanc. Certains gamins avaient même des tenues militaires. En hommage aux moudjahidines qu'ils adulaient. En tenue impeccable, les armes serrées contre le thorax et sous les aisselles, les moudjahidines défilaient fièrement, au pas cadencé. La foule les acclamait par des applaudissements et des you-you. Elles admiraient ces héros qui ont combattu la 4e puissance mondiale, ces hommes de gloire qui ont gagné la guerre, qui aujourd'hui exhibaient leur fierté. Descendus dans la montagne, ils n'étaient pas habitués à battre le pavé, mais à crapahuter sur les crêtes, à travers monts et vaux. Ils n'étaient pas préparés pour de telles cérémonies, à cette parade pour laquelle ils ne pensaient jamais qu'ils en feraient partie, face à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui applaudissaient à chaque passage d'un détachement de l'ALN. Ces combattants au visage rayonnant, gloire était fier de s'exhiber devant cette population qui s'était entièrement impliquée dans la guerre d'indépendance. Cette foule était également fière de son côté en admirant ces valeureux moudjahidines, artisans de la victoire sur les forces colonialistes. Et dans la foule, il y avait des femmes, des hommes, des enfants et des vieux qui étouffaient leurs sanglots. Ils n'ont pu s'empêcher de penser aux leurs, à ces maris, à ces pères ou à ces fils, à ces filles qui ne sont jamais revenus et dont ils n'ont aucune nouvelle depuis longtemps. Le jour de l'indépendance est arrivé, en ce 5 juillet 1962. La fête continue toute la nuit, le lendemain et le surlendemain, sans jamais s'être tombé. Ces réjouissances marquaient la fin d'une époque dramatique, la fin de l'ère coloniale et de la guerre. Elles marquaient aussi la renaissance de la souveraineté, le retour de l'État algérien après une éclipse de plus d'un siècle. Le drapeau frappé du croissant et de l'étoile, du vert et rouge flottait désormais sur tous les bâtiments officiels, sur les balcons, les maisons et aux fenêtres, sur tous les véhicules. Des passants épuisés par tant de frénésie se détachaient progressivement de la cohue pour marcher d'un pas vers leur maison, mais en brandissant toujours le drapeau, tel un trophée. Cette nation qui a accueilli et recouvert de son drapeau mon compatriote France Franon, cette nation qui a accueilli beaucoup de révolutionnaires, Che Guevara, Nelson Mandela, les Black Panthers, le premier festival panafricain, ce drapeau qui est le symbole de la liberté et la lutte contre la colonialisation. Je tire ma révérence en disant tout haut et bien fort, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Let's go.
merci Jean-Marc pour cet excellent billet, peut-être un des meilleurs, mon ami, je tiens à te le dire. Merci, c'est normal. J'espère avoir été à la hauteur parce que de ce peuple, de ce drapeau, j'espère qu'il est attaché par mon cœur depuis. On réécoutera d'ailleurs après 18h, c'est promis. Super. Mais de toute façon, on est tous un peu algériens, hein, je tenais à le dire. Ben oui, parce que c'est le principe de la décolonisation. Oui. C'est la lutte contre la décolonisation, c'est la lutte des vainqueurs face à la 4e nation mondiale. C'est vrai. Bravo. En tout cas, je suis sûr que les auditeurs ont été sensibles à ce billet, bien sûr, magnifique de Jean-Marc Zébélus. N'hésitez pas à lui laisser vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24, mais aussi au travers du hashtag LGF officiel. Voilà, et bien entendu, en nous appelant 01 40 33 9000, par mail aussi, lgf@France Maghreb 2. Allez, on va passer, avant d'accueillir nos invités, dans le cadre de ton coup de cœur, mon cher Jean-Marc, au j'aime ou j'aime pas. Alors, on y va, c'est parti. J'aime pas ou lol aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Tiens, 15% de la saisie mondiale de cannabis vient d'un pays. Lequel? La Suisse? Non. Le Maroc? Oui. Ah. On aime pas ou lol? J'aime pas. Ouais. Oh, je m'en fous. D'accord. Je n'aime pas. Bon. C'est des accusations. Non, c'est pas des accusations. C'est. Bah, en même temps, si c'est vrai. Je sais pas. Bah, ça m'étonne quand même que ça soit le Maroc. T'as jamais été au Maroc? T'as vu des champs de cannabis? Il y en a. Ouais, mais ça veut rien dire. Christophe, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Très concrètement, ça veut rien dire. Bon, pour Jean-Pierre Chevènement, le président de la Fondation de l'Islam de France, il a déclaré: il faut revenir à l'étude des textes sacrés de l'islam. Ça va lui prendre du temps, non? Ben, ça fait plus de 1000 ans, je crois, qu'on étudie les textes sacrés, donc ça s'est jamais arrêté. Ce sera mort et enterré que ça se fera pas, enfin. Bon, ok, donc déclaration... Ouverture à de nouvelles interprétations, c'est ça? Bah, c'est ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire, à l'étude des textes sacrés. Oui, mais ouverture à de nouvelles interprétations. Voilà, et du coup, ça veut dire embrouiller, entre guillemets, encore plus les gens. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Bon, une expertise, c'est très intéressant, écoutez bien, une expertise confirme la mort par asphyxie de Adama Traoré, dont ce sera le premier anniversaire de sa mort, donc le 19 juillet prochain. J'aime pas ce qui lui est arrivé, mais j'aime le fait que, la vérité, dans tous les cas, finit toujours par éclater au grand jour. Jean-Marc? Ben, j'aime le fait qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. L'armée israélienne a détruit des panneaux solaires offerts aux Palestiniens par les Pays-Bas. Je déteste. Non, franchement, on peut pas aimer ça, on ne peut être que révolté et dire qu'à un moment donné, ils finiront par payer tout ce qu'ils font. Et puis tiens, pour ce qui est du vote, donc hier à l'Assemblée nationale sur le discours de Édouard Philippe, 370 se sont exprimés pour le discours de politique générale de Édouard Philippe, alors que 361 représentent La République En Marche et le MoDem. Vous avez compris? 67 contre, alors qu'au total, l'opposition compte 172, le reste est en abstention. Je vous donne 21 de droite ont voté pour le discours de politique générale. Bonjour l'opposition à l'Assemblée nationale quand même. Hein. Mais on le savait qu'avec une majorité comme ça absolue, on savait. Non mais même les opposants maintenant votent pour quoi. Oui, mais même les opposants, vu la majorité croisante en face, on connaît déjà le clientélisme, les petits accords entre eux, donc c'est pas étonnant. C'était le j'aime ou j'aime pas, messieurs, dames. Allez, on va passer maintenant à nos invités. Jean-Marc Zébélus, que tu vas nous présenter si tu veux. Alors, nous avons avec nous les invités de l'association Aide-moi. Nous avons le président, c'est ça, le vice-président, le responsable de l'association et 2 personnes qui ont fait partie justement de ces voyages de Oumra, hein, des personnes qui sont handicapées. Et même il y a aussi avec nous 2 personnes malvoyants ou non-voyants, pardon, qui ont participé. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le cadre de votre association? Salam alaikum d'abord, et puis merci beaucoup de nous avoir invités. C'est normal. Nous vous remercions du fond du cœur. L'association Aide-moi, elle est créée depuis 2 ans et demi, et le but de l'association, c'est de venir en aide aux personnes à mobilité réduite et de les aider à réaliser leurs rêves. Aux aveugles, aux non-voyants, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes très âgées. Très âgées, personnes âgées qui n'ont personne au quotidien, soit pour les
faire des visites, soit pour voir le besoin qu'ils ont, ça dépend des démarches administratives ou des sorties, mais ce qu'on a vu la vraie demande, c'est que ce sont des personnes comme vous et nous, et eux aussi ils ont des projets et ils ont des envies, ils ont des rêves à réaliser, et nous avons depuis que l'association elle a été créée, on a eu beaucoup de demandes pour réaliser le pèlerinage. Donc alhamdoulilah, depuis la création de l'association, nous avons pu faire plusieurs voyages et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, vous avez avec nous, vous avez ramené 2 personnes, dont un poète qui pourra nous faire un petit poème, qui se présente un petit peu au micro. En fait, aujourd'hui, je suis venu avec 3 personnes. Les 3 personnes, ils ont déjà voyagé avec nous. C'est mon cousin Abdellatif, qui a pu déjà ramener ses parents, qui sont âgés, dont le papa est malade. On a monsieur Mustafa qui est non-voyant et on a monsieur Badr qui a des problèmes de santé mais qui est un peu autonome aussi. J'ai pu, d'après ce que les personnes m'ont dit, qui ont été faire le Hajj notamment et qui ont emmené avec eux des personnes notamment en fauteuil roulant, est-ce que vous avez constaté aussi, comme toutes ces personnes qui m'ont apporté aussi leur témoignage, un manque cruel de solidarité, notamment de la part des fidèles musulmans au Hajj? La personne en question me disait s'il pouvait t'écraser lorsqu'on tourne, vous savez, autour de la Kaaba, il le ferait. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Est-ce que ça demande quand même un effort considérable d'encadrement lorsqu'on emmène des handicapés là-bas? Vous avez tout à fait raison, parce que avant la création de l'association, l'histoire elle a commencé en 2012. Moi-même j'étais aidant familial d'un frère qui était lourdement handicapé avec une maladie génétique très rare au monde, qui s'appelle Rachid, et son rêve c'était de partir à la Mecque. Donc avant de réaliser l'association, son rêve c'était de partir à la Mecque, et donc on a pu concrétiser le voyage. On est parti là-bas et comme vous l'avez dit, j'étais très étonné de voir la réaction de tous les musulmans. Je pensais qu'il y avait une solidarité, mais c'est vraiment chacun pour soi. Et c'est difficile. J'étais très étonné de voir le comportement des gens avec les personnes âgées et surtout avec les personnes à mobilité réduite. Et n'en parlons pas de l'accessibilité, du matériel, les routes pour les fauteuils. C'était très 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 difficile. Pour ma part, alhamdoulilah, mon frère il a pu faire le pèlerinage et il m'a quitté là-bas. Il est décédé à la Mecque. Il est enterré pour toujours là-bas. Et donc au retour, je me suis dit que il fallait faire quelque chose. Et bon, alhamdoulilah, depuis que l'association elle est créée, la demande elle est énorme. On a beaucoup de demandes et on n'a même pas besoin de communiquer sur les voyages, que le groupe il se fait tout seul. Certes, il y a des choses à améliorer. On a pas mal de besoins pour que les projets puissent se réaliser, mais alhamdoulilah, il y a 3 témoins avec nous qui peuvent témoigner un petit peu de comment que ça s'est passé là-bas sur place. Est-ce qu'il faut être concrètement tout à fait transparent avec les auditeurs? C'est pas une partie de plaisir quand même, le Hajj? Non, c'est pas une partie de plaisir. Au-delà évidemment de l'importance spirituelle, je veux dire, que cela représente, physiquement, et quand on est en plus d'une personne à mobilité réduite, c'est extrêmement compliqué et difficile avec tous les obstacles que vous venez d'énumérer et bien d'autres encore. Donc il y a 2 gros problèmes qui se posent pour les personnes à mobilité réduite. Tout le monde connaît leur salaire mensuel. Ils touchent la AH, allocation adulte handicapé, qui est même pas de 700 € et quelques. Et deuxièmement, ils ont un problème d'accompagnement. Ça a été augmenté de quelques centimes. Et deuxièmement, ils ont un problème d'accompagnement. Donc l'association, elle essaie de régler ces 2 problèmes. L'accompagnement, chaque personne à mobilité réduite, elle a un accompagnateur ou une accompagnatrice. Pour les cas lourds comme les tétraplégiques ou des personnes myopathes, nous mettons en place 2 personnes des fois. Et pour d'autres personnes, ils ont besoin qu'une seule personne. Et nous emmenons tout le temps avec nous des docteurs et les infirmiers, les infirmières, les aidants familiaux, les aides-soignants, que je remercie infiniment, car sans eux, le projet ne pourrait pas se faire. Et bien sûr, pour régler le problème des finances, nous faisons souvent appel aux dons. Et c'est vraiment des gens, je suis étonné de voir les personnes qui nous aident, car c'est d'abord eux, les personnes à mobilité réduite, qui mettent la main dans la poche, qui nous aident avec des petits dons. Et avec des petits dons, nous arrivons à faire des grands projets. Alors, puisque vous parlez de finances, qui dit dispositif un peu particulier, dit forcément coût supplémentaire?
Non, pas du tout. Au contraire, nous emmenons avec nous les gens qui ont les moyens de payer leurs billets et les gens qui n'ont pas les moyens de payer leurs billets. La preuve, elle en est là. Il y a un monsieur qui a les moyens, qui a payé son voyage. Il y a un monsieur qui n'avait pas les moyens. Et alhamdoulilah, avec la générosité, je remercie tous les donateurs d'ailleurs. C'est grâce aux petits dons, je dis bien, c'est grâce aux petits dons que nous arrivons à faire ce grand voyage qui dure financièrement et matériellement. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui? Aller sur un site, faire un don en ligne. Et vous avez le site Association Aide-moi et nous communiquons beaucoup plus sur la page Facebook Association Aide-moi qui est beaucoup plus réactif. Allez liker, Association Aide-moi sur Facebook. Et il y a un numéro de téléphone si on peut joindre quelqu'un? Il y a un numéro de téléphone. C'est le 06. Il y a le 06 60 53 02 62. Je répète, le 06 60 53 02 62 et le numéro de l'association 06 63 86 96 91. Et je vous invite à aller visiter la page Facebook. Il y a des beaux témoignages, il y a des belles vidéos qui sont faites par un caméraman et à vous de juger vous-même. Est-ce que vous allez partir cette année encore? Je laisse la parole à... Comment? Est-ce que vous allez repartir cette année là? Oui, je vais faire le Hajj pour la première fois, je crois. Là, jusqu'à maintenant, nous avons voulu commencer par l'Umra, qui est le petit pèlerinage. Donc, nous avons fait plusieurs petits pèlerinages. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et nous avons même un cheikh là-bas sur place qui est tétraplégique, qui a beaucoup aimé notre association. À chaque fois qu'on vient là-bas, il nous reçoit. Il nous facilite les tâches. Et j'ai mis 1 an et demi pour connaître les transports adaptés. Maintenant, à chaque fois que nous arrivons là-bas, nous sommes reçus par un minibus pour les personnes en fauteuil. Et là, nous préparons le Handi Hajj qui est dans 1 mois et demi. Et nous avons mis en place une cotisop pour essayer de récolter à peu près 15 000 euros. Et depuis 1 mois et demi, 2 mois, nous avons pu récolter que 3 800 euros. Donc, je fais appel à vous tous, à toutes les personnes qui souhaitent aider. C'est vous aider vous-même, en fait. Et je vous invite tous à venir, à partager cette expérience qui est très rare. Vous partez à combien de personnes? Vous emmenez combien d'handicapés au Hajj cette année? La première fois, nous sommes partis à 49, la deuxième fois à 43, la troisième fois, on est parti à 82, la quatrième fois, on est parti à 72, et là, on voulait faire une petite équipe de 30 personnes, avec à peu près 10-12 personnes en mobilité réduite, à peu près 10-12 accompagnateurs, et le staff médical et le staff de l'association. Est-ce qu'il reste encore de la place? Oui, il reste quelques petites places, 3-4 places, mais c'est surtout le côté financier qui manque un petit peu. Oui. Alors s'il y a peut-être une personne à mobilité réduite qui nous écoute, qui a envie de faire le Hajj, qui peut-être se sont rassurés par votre discours et par le dispositif qui est mis à leur disposition pour les accompagner au Hajj, ils peuvent appeler un numéro de téléphone? Oui, le 06 60 53 02 62. Alors 06 60 53 02 62. Voilà, la parole on peut donner la parole à une personne qui a vécu l'expérience, qui est non-voyant. Oui. Salam alaikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Ashraf al-Mursalin, Sayyidina Muhammad. Je veux rebondir sur c'est Mustapha, c'est ça? Oui, tout à fait. Je m'appelle Mustapha Benari. Qui est non-voyant. Tout à fait. Et je voulais rebondir sur ce que Hajj Brahim a dit tout à l'heure, à savoir les pensions d'handicapés. En ce qui me concerne, et je m'excuse de parler de moi, je suis donc un sans-papier et donc aucune ressource. Et ça, faut pas le dire à la radio, sinon il y a les flics qui vont débarquer. Hein, sinon, Mustapha, faites gaffe. Hein. Non, mais il faut dire la vérité. C'est que j'ai eu le bonheur d'avoir un titre de séjour. Et c'est dans ce cadre-là que Monsieur Hajj Brahim est venu me voir au foyer et m'a proposé donc de réaliser mon rêve. Donc ça relevait de l'onirique. Et effectivement, je me suis trouvé, comme par magie, en Terre Sainte, d'abord à Al-Madina al-Munawwara et enfin à Mecca. Et là encore, je rebondis sur quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, c'est que, voyant mon binôme, et je regrette de le dire, a vu que les gens poussaient, il m'a dit, ben toi aussi, il faudrait que tu pousses. Ce que j'ai refusé, bien entendu, parce que ça ne rejoint pas la morale de cet esprit, encore une fois, de réaliser ce magnifique rêve. Il faut donc avoir plein d'amour
et de paix dans le cœur. Moustapha, est-ce que ça a été une expérience quand même assez difficile dans l'ensemble? Oui, tout à fait. Et je retrouve donc ces 5 piliers de l'islam, puisque c'est le 5e pilier, quand ils disent « Man istata'a ilayhi sabila », à savoir qu'il faudrait en avoir des possibilités. Quand on dit possibilités, c'est surtout physique. Physique, oui. Et vraiment, ce n'est pas une sinécure, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et j'ai pu m'en rendre compte, mais quand on a la foi, moi je crois, car la foi dépasse le char d'assaut, dépasse le gilet pare-balles, et croyez-moi, quand on a la foi, tout se passe bien, alhamdoulilah. Moustapha, est-ce que c'est une expérience que vous allez renouveler? Mon Dieu, toute ma vie, c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais ad vitam aeternam, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle vers lui. Inch'Allah. C'est magnifique d'entendre ce témoignage. Oui, et la Mecque, c'est quelque chose de très très dur, qui n'est pas du tout évident. Et on appelle aussi aux gens qui facilitent aux autres de le faire. C'est aussi quelque chose de humble. C'est pour Dieu qu'ils le font aussi, et ça a beaucoup de valeur. Alors, si vous le permettez, je profite donc de cette tribune pour lancer ce même appel. Mais sachez que si la loi qui régit les associations date du début du siècle dernier, sachez que Beit el-Mal, donc il y avait déjà cet esprit de solidarité qui date depuis 14 siècles. Beit el-Mal. Exactement, la maison des impôts. Voilà, qui permettait de répartir la richesse, les taux récoltés. Elle date depuis 14 siècles. Tout à fait. Et donc, qui a été régi par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et puis les Khulafa al-Rashidin, notamment c'est Omar al-Khattab, que le salut soit sur lui. Justement, alors rappelez rapidement le dernier, les coordonnées, si vous voulez rappeler un petit peu les coordonnées de l'association. Les coordonnées de l'association, il suffit de cliquer sur la page Facebook Association Aide-moi et vous allez voir, il y a un résumé de tous les voyages qu'on a fait, il y a des belles vidéos, il y a des témoignages qui donnent la chair de poule parce que les gens comme celui de Moustapha qu'on vient d'écouter. Et il y a le témoignage de Moustapha que vous verrez sur place. Il y a des témoignages des personnes qui ne pensaient pas un jour réaliser ce rêve-là. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et je laisse la parole aussi à Badr. 2 minutes, on va faire court. On est pris par le temps un petit peu. Badr, salam alaikum. Salam alaikum, Badr. Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. Serenditeurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toi, Badr. Bienvenue à toi. Merci de nous inviter pour parler de notre association Aide-moi. Merci à vous, Badr. C'est tout à fait normal qu'on fasse cela parce que ça fait... T'as fait la Ramadan, Badr? Oui, j'ai une attente de faire la Umrah en janvier dernier. Ce fut un voyage masala extraordinaire. On a pu rencontrer des gens masala magnifiques, encore bien, masala, encore courageux. Je remercie encore Haj Brahim et toute l'équipe Aide-moi et mon bien aimé Si Moustapha. Merci. Merci beaucoup, Badr. Merci, c'est touchant, Badr. Merci, Badr, merci beaucoup. Allez, dans un instant, je vous propose après la pub, on va, avant de les quitter, avant de les remercier, on va rappeler les coordonnées dans un instant, mais on laisse couler la page de pub quand on s'en débarrasse, et puis on écoutera surtout aussi le coup de cœur de mademoiselle Amina Kalash. Voilà, donc je voulais vous parler d'une ville aux 1000 visages, où ses rues ne se ressemblent pas, où ses habitants se côtoient sans se heurter. Londres est multiculturelle, Londres est belle. Belle parce que tolérante. En vous promenant dans ces rues, vous vous rendrez compte que plusieurs communautés se mélangent. Ce que nous appelons ici, donc en France, les signes ostentatoires de sa propre culture sont dans cette ville quelque chose de courant et de banal. Il ne viendrait pas à l'idée de dire aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs,
ou aux bouddhistes de dissimuler leur culture ainsi que leur religion. D'ailleurs, même au sein des grands magasins, pour ne citer que cela, les fichus et les turbans font partie du décor. À l'est de Londres, le spectacle est encore plus frappant. Seuls quelques mètres séparent le plus grand quartier financier d'Europe du quartier indien. De Liverpool Street à Brick Lane, les traders, les boutiques vintage et les marchés aux odeurs du monde entier s'homogénéisent. Ce spectacle se fait de plus en plus rare dans une société où on vous apprend à rejeter et avoir peur de l'autre, de celui qui est différent de nous. Londres, c'est aussi l'équilibre parfait entre la frénésie d'une grande capitale et le calme d'un petit village. Rendez-vous à Camden Town pour découvrir la rue la plus rock'n'roll de Londres. Et c'est seulement à 5 minutes de là que se cache tout derrière Little Venice. Vous vous baladerez parmi les nombreux bateaux et saules pleureurs qui longent le canal. Le calme et le chant des oiseaux vous feront encore plus aimer cette ville aux 1000 visages. De Soho à Notting Hill, en passant par Westminster ou encore Shoreditch, les Anglais ont un message à nous apprendre. Aimez-vous les uns les autres dans vos différences et vos ressemblances. Voilà pourquoi j'aime tant Londres. Bon. Je partage, et Camden Town aussi, j'aime beaucoup, Notting Hill. D'ailleurs, franchement, je suis hyper dégoûté d'être rentré. Camden Town, laisse tomber. Ouais, mais à Londres, il pleut tout le temps, c'est ça le problème. Non, franchement, c'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est un climat tempéré. N'importe quoi. Mais je te le dis. Tu sais qu'il a fait meilleur à Londres quand j'y étais qu'ici. Hein. Mon frère me disait, il a plu tous les jours là-bas. Il y a eu un jour de pluie. On n'a pas de grosse chaleur, mais on est bien. On est bien à Londres. Ouais, bah écoutez, formidable. Moi personnellement, j'ai pas envie d'y aller, mais bon. Ah, tu devrais. Non, sérieux, Christophe, quand même. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, moi? Pas besoin de toi. Moi, je préfère New York, madame. Voilà, normal. Moi, je préfère Trump. Non, pas n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Alors, tu veux pas aller là où je veux pas dire, mais là, tu veux aller de l'autre côté. Et il faut boycotter les deux. Non, je boycotte rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Il y a un petit poème ou pas? On a le temps ou pas? Non, on n'a pas, juste après les infos, d'accord? Ça vous dit? Ouais, allez, ok, on va super. passer les infos parce que le journaliste il attend pas, après il va m'engueuler. Ouais. Il est pile 18h, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans un instant, donc on va conclure avec nos invités avec un petit poème à suivre et on réécoutera l'avis tranché sur l'indépendance algérienne de Zébélus dans un instant. 18h, le rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir. Bonjour à tous. La France donne son feu vert à l'adoption par les couples homosexuels d'enfants nés par GPA à l'étranger. C'est l'une des conséquences de la loi autorisant le mariage pour tous. La Cour de cassation estime qu'une GPA réalisée à l'étranger ne fait pas obstacle à elle seule à l'adoption de l'enfant par l'époux du père. Hommage national à Simone Veil ce matin aux Invalides à Paris, cérémonie présidée par Emmanuel Macron en présence de ses proches, de personnalités françaises et étrangères et d'un millier d'anonymes. Simone Veil, décédée vendredi à l'âge de 89 ans, reposera avec son époux au Panthéon. Vague d'arrestations la nuit dernière et ce matin en Belgique et dans le Nord, 5 hommes ont été interpellés. Ils sont soupçonnés de projeter une action violente et d'être proches des Kamikaze Riders. Ce groupe de motards belges radicalisés aurait des liens avec des attentats déjoués à Bruxelles fin 2015. L'armée russe utilise un nouveau type de missile pour bombarder les positions de l'État islamique en Syrie. La bombe a détruit des entrepôts d'armes et un centre de commandement dans la province de Hama. Les projectiles utilisés peuvent être lancés à plus de 4000 km de leur cible et peuvent être équipés d'une tête nucléaire. 400 000 personnes évacuées au Japon. Le sud du pays subit des pluies torrentielles qui provoquent des glissements de terrain et le débordement des fleuves. Le médecin conseil du groupe Total condamné pour parjure, auditionné en 2015 devant la commission d'enquête du Sénat, l'employé du groupe pétrolier avait déclaré sous serment n'avoir aucun lien avec les acteurs économiques du secteur. Il écope de 6 mois de prison avec sursis et de 50 000 € d'amende. Le site PSA de Ceffonds dans l'Allier, bloqué par les salariés de l'équipementier GMS. Ils sont une centaine à empêcher les camions d'aller et venir et comptent poursuivre leur action jusqu'à vendredi. Le ministre de l'économie a appelé les manifestants à lever leur blocage. Il n'y aura aucune solution dans la menace ou dans le blocage des sites de production de Peugeot, a prévenu Bruno Le Maire. 5e étape du Tour de France cet après-midi, 160 km entre Vittel et la Planche des Belles-Filles sur le territoire de Belfort. Le peloton s'était lancé à 13h20 sans Peter Sagan, disqualifié après avoir provoqué une chute pendant le sprint final hier. À Wimbledon, ça passe pour Joe-Wilfried Tsonga. Le numéro 1 français a remporté son match du deuxième tour en battant l'Italien Simone Bolelli. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Voilà pour le rappel de l'actualité de ce mercredi soir avec Suite et Femme avec Amina Kalash et Jean-Marc Zébélus et nos invités, donc l'association Aide-moi. On va vous partager d'ailleurs là, pour que vous puissiez les retrouver facilement sur la page Facebook France Maghreb 2. On va vous partager leur page Facebook, comme ça vous pourrez directement aller les aider et permettre surtout l'épanouissement à pas mal de personnes à mobilité réduite de pouvoir effectuer tout comme vous d'ailleurs le Hajj ou la Oumra. Exactement. Mais ils font pas que ça. Ils ont organisé aussi une caravane médicale au Maroc
et vous pouvez les solliciter pour qu'ils trouvent tout au long de l'année des solutions pour les gens, pour les aider. Notamment, il y a eu, alors le vice-président va nous expliquer la caravane médicale au Maroc. Je remercie infiniment tous les docteurs et tous les infirmières qui nous ont accompagnés cette année. On a organisé une caravane médicale et c'était notre première caravane. Et franchement, aller voir des personnes âgées, des personnes handicap à mobilité réduite dans les montagnes, aller voir les gens un petit peu qui vivent à l'autre bout du monde et leur apporter un petit sourire, une petite visite médicale, leur permettre d'acheter des médicaments, c'était très touchant et nous avons envie de le développer. D'ailleurs, pas mal de gens nous ont suivis et ça s'est très bien passé et je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette caravane médicale et on va continuer à la faire ne serait-ce qu'au moins une fois ou deux fois chaque année, avoir une fois Maroc, une fois l'Algérie, une fois la Tunisie. Bref, l'association Aide-moi, elle est en train de s'agrandir et nous avons besoin de tout le monde pour l'aider à continuer à faire du bien et voilà. Très bien, on va rappeler peut-être les coordonnées peut-être de l'association. Il y a un petit poème, qui souhaite dire un petit poème? Tu dis ton poème? Oui, eh bien il s'agit d'une valeur cardinale, Mustapha, d'une vertu suprême qui n'est autre que la patience. Eh bien, la patience avec Allah s'appelle la foi. La patience avec la famille s'appelle l'amour. La patience avec autrui s'appelle le respect. La patience avec soi s'appelle la confiance. Voilà, merci. Merci Mustapha. Bravo. Alors, Haj Brahim, rappelez peut-être les coordonnées de l'association donc une dernière fois pour que les auditeurs puissent avoir le temps de noter. L'association, si les gens souhaitent faire un virement, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez faire un don par chèque, vous pouvez l'envoyer à Association Aide-moi. L'adresse, elle se trouve 3 avenue Jules Vallès, 95 490 à Vauréal. Si vous souhaitez faire un don en espèces ou sinon par PayPal, vous avez la page Facebook ou le plus simple c'est de se connecter sur la page Facebook Association Aide-moi ou me contacter directement au 06 60 53 02 62 et j'invite toutes les personnes à mobilité réduite de France à nous contacter pour essayer de passer un moment de joie et de plaisir ensemble. Moi j'ai toujours dit c'est pas nous qui les aidons, c'est eux qui nous aident. Et croyez-moi 06 60 53 02 62. Voilà, n'hésitez pas à appeler en tout cas. Merci à vous tous, merci Bad. Bravo Bad et Bravo, Bad. Merci Mustapha. Merci Haj Brahim. Merci à vous. Et c'était un énorme plaisir de venir. C'est France Maghreb 2. Merci Bad. Et j'en profite pour saluer toute la Dream Team Aide-moi. Merci beaucoup Bad. Merci. Bon courage en tout cas. Merci messieurs. Bon Super. courage. Amina et Jean-Marc, je souhaitais donner la parole à un petit jeune. Oui. Qui s'appelle Younes. Qui a participé à un projet qui avait fait l'objet de mon coup de cœur, qui s'appelle le projet Demos, qui a démarré depuis très longtemps. Alors il va nous en parler un peu et c'est le frère à Amina. Oui. Voilà. Ouais. Alors vas-y Younes. Salut viens. la star. Alors, Younes, comment ça va Younes? Bonjour Younes. Les auditeurs t'écoutent. Alors parle-nous un peu de ce projet Younes. À quoi ça consiste ce projet? Dis-moi. Bah, parle de Qu'est-ce ce qui que t'a tu ramené à la musique fais. classique? Qu'est-ce qui fait que tu fais de la musique classique? De quel instrument que tu joues? Je joue du violoncelle. Du violoncelle? Oui. Et avec beaucoup de copains du quartier, d'un peu partout? Quelques copains. Et tu aimes la musique classique? Oui. Et tu trouves que c'est quelque chose qui t'aide, qui te permet d'avancer? Ça, il se prend pour Jacques Martin l'autre. Ouais. Non mais. Oui, ça m'aide à me concentrer. À te concentrer. Et comment t'en as pratiqué justement de la musique classique? Bah, mon père il m'a inscrit dans un centre, au centre Valérie Oui, Méo voilà, au du centre quartier Valérie Méo, de du du quartier. Petit Nanterre, oui. À Nanterre. J'ai fait 3 ans et après au bout de 3 ans ils nous ont demandé si on continue ou pas au conservatoire. Moi j'ai continué. Masha'Allah. Et là maintenant il fait partie même de l'orchestre. Il fait partie de l'orchestre. J'ai fait conservatoire et je continue Demos. Super. Et t'as joué pareil pour Macron il y a pas longtemps? Oui, le 23 juin. Ah ouais, c'était pas impressionnant? Si. Ah si.
Il y avait même le président colombien qui a eu le prix Nobel de la paix. D'accord, donc t'as joué quand même devant 2 présidents. Ouais. Oui. Et alors, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Beau gosse, hein, tu commences bien. Il faut est-ce qu'il t'a salué, monsieur Macron? Non, c'était il a salué tout le monde, mais il est pas parti les voir individuellement. C'était le Ramadan, on est parti direct. Ah ouais, t'as été pressé de manger. T'étais pressé de manger. Ah, il a quand même tenu à jeûner et ils ont fini le concert à 22h30. Hein. Il a quand même tenu à jeûner. Et il a fait à son âge à 11 ans tout le mois du Ramadan. Machallah. C'est bien, bravo. Ouais. Et je suis sûr que ta soeur elle est partie manger avant toi. Oui. Maintenant je t'ai attendu. Ouais, bon bah merci en tout cas Younes et puis Merci, Younes, bravo bonne en tout cas parce que c'est rare de voir des jeunes qui jouent de la musique classique, ça se perd un peu. Hein. C'est un beau projet Christophe, c'est un projet magnifique qui permet l'insertion des jeunes, l'accès justement à la musique classique où il y avait des carcans, il y a des préjugés toi etc. Donc Amina peut nous dire un petit mot dessus parce qu'elle est un peu mieux placée que moi. C'est ce que je t'avais fait écouter la dernière fois, La valse du petit Nanterre. En fait c'est le petit documentaire que j'avais fait pour France Télévisions et en fait je l'ai vu son épanouissement sur ces 3-4 dernières années où justement la musique classique lui avait apporté beaucoup à lui et surtout aux autres enfants. Donc voilà. Bah super Younes, bravo en tout cas mon gars. Bonne continuation Younes, hein. Et l'année prochaine Inch'Allah on continue le Ramadan. Ah bah non mais là ça y est, maintenant que t'as commencé c'est mort. Hein, ah oui, c'est ce que je lui ai dit. Ah oui. En tout cas bravo, j'espère que t'as offert un cadeau ta soeur ou elle a été radine? Ah je t'ai fait un... Oui. Plusieurs cadeaux même. Plusieurs cadeaux. Bon ça va. Elle est généreuse, ça se voit sur elle. Je l'ai emmené au cinéma juste avant. Hein. Ah ouais, tu vois, c'est ça le cadeau? Et on a mangé dehors. Non, c'est pas ça le cadeau, mais je serve encore. Attends, t'as emmené où manger? On a mangé un grec, Non, c'est au prêt-à-manger. On va aller au prêt-à-manger. Ah d'accord. Prêt-à-manger. D'accord, ok. Super, oui, super. Bah, en tout cas, bravo Younes, à très vite. Merci beaucoup Amina. Merci à toi et puis à très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.